journée philosophique sur les imaginaires en beauté, avec des images qui bougent presque sous nos yeux. Enfin voilà, on va faire là le plein d'images. Et je suis très heureuse d'accueillir pour la conférence, mais aussi en tant qu'artiste invité, Hervé Delamarre, qui est donc un artiste plasticien, sculpteur, qui travaille avec des matériaux de son cru, voilà, qui sont faits de fibres végétales, de terre, qui mêlent un peu les éléments et que vous avez sans doute déjà un peu aperçu, puisque une de ses œuvres ne passe pas inaperçue. Et si jamais vous l'aviez manqué, il suffit en sortant d'aller jeter un œil par la fenêtre et ensuite de profiter de ce soleil pour aller faire un petit tour dans la cour zen, où la grande tête symbiose est accompagnée d'autres créatures, figures énigmatiques qui annoncent le sujet de l'intervention d'aujourd'hui, puisqu'Hervé va vous parler de la pareidolie. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez jamais entendu ce nom. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas l'écrire, mais à la fin de la journée, je crois que quand on vous en reparlera, la prochaine fois, vous direz « Ah oui, la pareidolie, oui, je connais, je sais. » Voilà. Je laisse entre les bons soins d'Hervé Delamarre. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité. Merci aux organisateurs de cette journée philosophique de m'avoir invité à présenter un travail. Donc, dans la cour, je ne vais pas en parler plus que ça. Peut-être que vous avez lu le petit panneau qui sert de cartel de présentation. Dans ce cas-là, vous savez déjà ce que veut dire le mot pareidolie. Pour ma part, c'est en conduisant la voiture, alors je savais déjà ce que c'était, j'étais déjà passionné par ce phénomène qui est une illusion d'optique bien particulière, que voilà, ça me passionnait, mais je ne connaissais pas ce mot jusqu'à il y a quelques années, où sur France Inter, en conduisant, j'entends tout à coup un invité prononcer ce mot. Quand j'ai entendu ce mot, je me suis empressé de le mettre bien sûr, sur Internet, et j'ai enfin découvert des choses qu'on verra à la fin, des images archéologiques tout à fait incroyables, qui ont encore ouvert le champ de ce qui est passionnant, c'est-à-dire la pareidolie. Alors la pareidolie, c'est aussi quelque chose qui ramène à l'enfance, même des insectes ou d'autres êtres vivants, et même au présent en fait, parce que nous aussi on sursaute des fois quand on voit un buisson ou un bordel mal rangé dans une chambre et qu'on pense que tout à coup il y a quelqu'un qui est tapis là. Ça a à voir avec la prédation, l'instinct de prédation en fait. Donc on peut dire que les animaux voient aussi des images pareidoliques. Les êtres vivants voient dans les formes libres des racines, des pierres, des nuages, des ombres, etc., des prédateurs, mais aussi des êtres imaginaires et autres projections d'esprit. Alors, dans la poésie, la littérature, dans l'art, le mot pareidolie, qui est un peu savant, même si c'est un mot simple, il n'y a pas de Y, il n'y a pas de H, mais il y a d'autres constellations, on pourrait dire, de mots, notamment les pierres de rêve, on va voir tout ça en image un peu plus loin, les gamaées, les roches de lettrés, les marbres ruines, etc. J'aimerais juste introduire encore une autre notion, c'est la pareidolie spontanée, c'est celle qu'on va un peu égrener rapidement, à rebours, en montant en arrière, en allant d'aujourd'hui jusqu'à 3 millions d'années, j'ai pas beaucoup de temps pour le faire, mais on va essayer d'aller jusqu'à 3 millions d'années, et la pareidolie organisée. Voici une œuvre d'un illustrateur qui a utilisé d'ailleurs, non pas Photoshop, mais quasiment la même chose en plus élaboré, une IA, Dali, et il a organisé une image qu'on reconnaît tous, ce qu'il a mis dans ses prompts en paramétrant bien sûr Dali. Fais-moi avec du linge mal rangé. Le titre de son illustration c'est Désordre, la Joconde. Il y en a une suivante aussi de l'auteur. Donc là on peut passer à la suivante. Là on est dans des pareidolies organisées. Et ça rejoint le tableau de Magritte qu'on a vu en ouverture ce matin. Donc beaucoup d'œuvres d'art
On va passer à la suivante. Et on a chez Dali, bien sûr, avec un I cette fois-ci, on a une œuvre, il en a fait beaucoup d'autres, qui du coup organise une apparition pour nous, que l'on ne voit pas tout de suite. Donc c'est une pareille de lit organisée, préméditée pour le spectateur. Là maintenant, on est dans les pareilles de lit spontanées, et là on peut vraiment ouvrir un champ qui est votre quotidien, puisque dès l'enfance, je ne vais pas redire la formule de tout à l'heure, mais chacun d'entre nous a projeté son imaginaire dans, voilà, ici une feuille, peut-être une serrure de boîte aux lettres ou d'autres choses. Je vous laisse apprécier. Alors, les images de pareilles de lit que je vous montre sont sans trucage. C'est une histoire de cadrage, bien sûr, et du bon moment, puisque le nuage, par définition, va se transformer dans d'autres formes, peut-être une demi-seconde plus tard. C'était aussi évoqué ce matin, les papiers peints, plutôt de nos parents, voire arrière-grands-parents. Ces papiers peints qui redeviendront peut-être à la mode. On peut voir l'image suivante. J'ai forcé le trait avec Photoshop pour bien vous montrer que tout à coup on peut situer des yeux à cet endroit-là, mais peut-être que certains d'entre vous ont vu un visage ou autre chose à d'autres endroits. Ça, c'est sûr. Voilà un détail d'une machine, le hasard d'un rangement de planches à découper sous une armoire de cuisine. Les images en bas sont toutes petites, donc je pense qu'au fond de la salle, je vous les commente rapidement. En fait, on a 6 photographies en gros plan d'orchidées, qui ont vraiment comme des masques un peu de shogun ou de personnages fantastiques. Une découpe d'orange, une forme de patate, dont même on n'a pas dessiné les yeux, hein, c'est les yeux naturels, les nœuds qui sont sur la surface de la patate, qui sont situés là où il faut pour créer presque un nounours. À nouveau une orchidée, une autre fleur, un redon de silex, des bourgeons de plantes japonaises, et puis une tornade qui se forme. On va voir aussi un peu l'image suivante. C'est à la seconde près par moment pour les photographes qui sont comme ça à la recherche, ou pas d'ailleurs, de pareilles de lit. Là, chez Daniel Piber, c'est le fruit du hasard. C'est quelqu'un qui veut faire une série de photos en mitraillant une murmuration des tourneaux. Et cette image a pas mal circulé sur Internet, ou certaines d'entre elles. Et c'est en épluchant et en triant la centaine d'images qu'il a pu faire sur son motif que tout à coup, il y a comme une mise en abîme, puisque la nuée forme elle-même, par moment, c'est l'image surtout que j'ai agrandi, un oiseau. Alors le terme de Manuport, qui est sur l'image de gauche, correspond à un terme souvent repris par les archéologues. C'est l'objet que l'on ramène suite au moment d'une balade, on ramène chez soi un caillou, et parmi ces cailloux, il n'y a pas forcément de pareil de lit, mais des fois, voilà, on ramène un caillou, ou une racine, ou autre chose, qui a une forme incroyable, partielle, ou totalement inscrite. On jurait que ça a été modelé justement avec l'intention de créer un visage. Et puis des fois, c'est des objets intransportables, puisque c'est la falaise elle-même. Là, on est dans les gorges du Fier, à Annecy, où la roche elle-même, on va voir les suivantes, forme des visages. Vous avez des lieux-dits, des fois même qui sont cartographiés dans le monde entier sur les cartes officielles. Du côté de la Bretagne, de la côte de Granit Rose, vous avez même des cartes postales du début du siècle qui relèvent la bouteille renversée, le chapeau de Napoléon, etc. Mais si vous vous baladez vous-même, vous en trouverez d'autres, suivant l'éclairage, la météo, l'ombre et la lumière. Dans le sud de la Normandie, en Suisse normande, vous avez la célèbre roche de Hêtre, qui propose là, c'est deux mêmes photos avec des éclairages différents. Et puis alors des lieux-dits terrestres, et, aux lieux-dits dans le cosmos.
Je vous emmène avec une nébuleuse qui est connue sous le nom de nébuleuse d'Orion, dit nébuleuse à la tête de cheval. On va passer à l'image suivante, voilà, qui a été découverte en 1857 par Juliana Fleming. Et les images plus perfectionnées de Hubble dévoilent la supercherie de l'appareil de Lie. Cette illusion d'optique tombe en poussière, puisqu'on voit bien qu'il n'y a pas de cheval nulle part. L'astérisme aussi qui rejoint un peu l'appareil de Lie, peut-être qu'on fait un pas de côté, c'est-à-dire on va chercher une cohérence, ou tout simplement on va dire, mais tiens, cet ensemble de points lumineux me rappelle une casserole ou un lion, et du coup on est dans la création des constellations. Dans la Chine antique, il y avait plus de 300 constellations, et il a fallu attendre les années, voilà, entre les années 20 et les années 30, on a enfin défini 88 constellations, qui voilà, rappellent un peu l'histoire de l'appareil de Lie. On peut passer. Alors maintenant, on est dans des nuées pas vraiment qui évoquent des pareils de Lie. Ça rejoint la symétrie du masque du papier peint. Ça, on l'a tous plus ou moins fait, peut-être en maternelle, en primaire, dans un club d'art plastique. Ce qui fonctionne très bien, c'est une encre un peu épaisse. On peut mettre plusieurs couleurs, bien sûr. Un papier glacé. Et on écrase éventuellement, forcément en pliant le papier. Et ça renvoie aussi aux dendrites. On va parler de George Sand tout à l'heure, qui a fait des dendrites. Ces petites arborescences qu'il y a parfois à la surface de cette nuée évocatrice. Alors voilà, on va mettre une vidéo, juste si tu veux bien, machin, voilà, qui est une œuvre de 2002. J'ai mal lu, Michel François 2002, ALU, H-A-2-L-U. L'effet miroir qu'on a tous sur notre webcam, si on a un ordinateur. Et du coup, on crée comme ça la moitié gauche qui se forme en symétrie. C'est une vidéo qui est présentée souvent sur un mur géant. Et on est véritablement happé par l'appareil de Lie qui ne cesse de nous... Je vous laisse d'ailleurs... La définition n'est pas idéale, mais ça fonctionne déjà. Donc là, on a nos Pokémon, nos Transformers, nos masques d'insectes, de Shogun qui surgissent. Claude Mollard, qui est un artiste photographe qui s'est mis très tardivement à arpenter l'Amérique latine et qui a cadré toutes sortes d'écorces, de pierres, de rochers. Il a constitué aussi une espèce de légende imaginaire qui s'appelle les Origènes. Il y a un livre qui a été édité sur ce thème-là. Et certains fruits aussi. En 84, Pierre Lechinski, qui travaille beaucoup sur des marouflages de papier avec des encres, s'est amusé sur des planches d'atlas à interpréter de façon spontanée le hasard, bien sûr, de la frontière des continents. Et donc l'Europe, tout à coup, avec l'Angleterre, bien sûr, qui est englobée, devient un être avec un chapeau, une fleur qui vient chercher les îles au nord, etc. Donc là, il y a une part de spontanéité qui est due au hasard des îles et des continents, et puis après, bien, il en rajoute, et là, tout n'est pas que pareil de lui, bien sûr. C'est on va dire l'étincelle déclencheur que je vous montre là, en essayant d'avoir fait les bons choix. Et on a un Havrais, Jean Dubuffet, qui s'est beaucoup intéressé à l'art hors norme, qu'on appelle des fois l'art brut, qui s'en est beaucoup inspiré, qui vers la fin, il travaillait avec des périodes distinctes, et donc une de ces dernières périodes, qu'il a intitulée non sans malice l'ourloupe, s'inspire
de méandres. Alors là, ce n'est pas les méandres des continents, c'est du dessin automatique qui fait au départ au téléphone et ça finit à la poubelle. On en fait des fois tous, même en plein cours, ça n'empêche pas d'être à l'écoute. Et ces petits dessins, après, il va les découper tels quels, sans vraiment les réinterpréter, sauf par collage et en mettant une légende qui tout à coup identifie l'appareil de lit qui le projette, bien sûr. Donc on a une génisse, on a le serviteur, voilà, on a différents, le canard en bas à gauche. Bien sûr, lui, il voit un canard, vous irez. Comme il ne rajoute pas les yeux ni les plumes, on peut bien sûr peut-être projeter de nous autre chose. Il va travailler ça en peinture avec des puzzles. Là, on va avoir des visages qu'il a réellement voulu induire. Peut-être qu'il les a induits avec le même système de méandres hasardeuses. Et puis nous, on va aussi en projeter d'autres qu'il n'a peut-être pas voulu peindre. La tour aux figures aussi est une grande œuvre à Icini Molino qu'il a réalisée en 88, entre 67 et 88. Et là aussi, on a une quantité de masques, un tour aux figures au pluriel, bien sûr. Alors, chez Pablo Picasso, c'est une œuvre qui est induite, peut-être l'amorce est fait simplement avec un jouet d'enfant, c'est-à-dire une Juva. On reconnaît les rondeurs de la carrosserie d'une Juva. Et puis c'est ça qui va insuffler l'idée, parce qu'il y voit le début du visage d'une guenon, et donc il en fait une sculpture qu'on va voir en entier après, en assemblant cette fois-ci une calebasse et du plâtre et d'autres éléments. Donc là c'est vraiment juste la Juva qui va donner l'idée de la suite. Alors un des pères de la Paris de lit à grande échelle, parce qu'il en fait des pages, c'est Henri Michaud dans les années 50. Et il va très peu en parler, il ne va pas se prononcer, il va laisser le champ libre du spectateur. Il va faire donc des écritures mécaniques, des écritures aléatoires. Il va juste titrer ça « Mouvement » et il y aura un poème quand même que je vous invite à retrouver où en fait quand on le lit, si jamais on a fait l'expérience avec un pinceau, de l'encre, tout en pinceau à la verticale, de faire 3 secondes, puis 3 secondes, puis 3 secondes, surtout pas plus, avec des jeunes enfants, moi je dis qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis tapoti, tapota, et voilà. Donc le pinceau sautille en restant presque sur place de la feuille. Après on peut varier, on peut plier la feuille, etc. Et en faisant cette mécanique très répétitive, et ben en fait on lit le poème d'Henri Michaud, c'est tout à fait ce qu'on éprouve en faisant ce système de jeu, puisque ça reste un jeu bien sûr. Donc on y voit bien sûr des insectes, des danseurs, toutes sortes de choses en transe, en transformation. 1940. Il va m'inspirer un ami contemporain de son époque, Max Ernst. Justement, Oscar Dominguez est moins connu. Il fait ce qu'il appelle des décalcomanias. Autrement dit, on va le voir aussi avec George Sand. Il a un rendu dendrite qu'on voit très très bien sur la création à l'encre de Chine écrasée avec une plaque de verre, plutôt l'espèce de bœuf un peu préhistorique d'ailleurs, en bas à gauche. Et forcément, il va réinterpréter, mais très peu. On sent qu'il y a une économie de moyens. Le lion est sans doute issu vraiment à 100% de l'écrasement de l'encre. Par contre, la roue de vélo, c'est sans doute rajouté, mais peut-être sur un début ou deux de coulure. Donc il y a un peu, voilà, un petit peu de rajout. Le regard, le museau du buffle, sans doute, c'est aussi rajouté, mais ça s'arrête là. Là, ici, je peux modestement vous dire, avec l'expérience que j'ai, que c'est sans doute 100% sans action derrière. C'est-à-dire qu'on a un pur hasard de silhouettes qui se font face, et à droite, d'un espèce de paysage fantastique qui pourrait apparaître dans un film. Alors là, on est avec un artiste qui est plutôt rangé dans la grande constellation de la brute. C'est quelqu'un qui va collecter des rayons de silex et qui va, un peu comme Dominguez, avec beaucoup avec beaucoup d'économie de moyens, intervenir un tout petit peu avec de l'encre, très peu sur chaque roche. Quoique celle qui est en haut à droite, on pourrait jurer qu'il n'y a pas trop de peinture, c'est les creux sont issus d'érosion naturelle du silex. Alors voilà un site tout à fait intéressant qui se trouve en Suisse
et qui est connu pour être une espèce de cascade, de grotte à la fois, qui accueille le hasard de l'érosion, un profil de géant. Donc c'est le géant près des bains de Saillon. Le site s'appelle Valais, ou en Valais. Et on peut passer à l'image suivante. Gustave Courbet, qui fuit pour ne pas y laisser sa tête la commune de Paris, va s'exiler en Suisse et peindre des paysages, et notamment se rendre sur ce site pour exécuter cette peinture. Et il va l'intituler La grotte des géants de Saillon. Donc il met au pluriel un site qui est connu pour ne proposer qu'une tête géante. Et en effet, on peut passer à la suivante. J'ai un professeur d'art plastique sur Internet qui s'est amusé à souligner voilà, sur cette reproduction à gauche en noir et blanc d'autres visages. Et on peut être en désaccord partiel, c'est-à-dire qu'on peut encore en voir d'autres. Et il faut que je prenne le temps d'aller à Amiens pour inspecter de près la peinture, parce que je pense qu'elle est faite au couteau. Et au couteau à peindre, on a toutes sortes de petites traces très continentales, très à la Henri Michaud, si vous voulez, enfin, c'est très granuleux. Et je pense qu'on peut aller plonger en abîme, on peut zoomer et tout à coup voir qu'il y a des millions de touches picturales qui sont potentiellement des géants de Saillon. Donc je trouve assez fort le parti pris de Courbet sur ce thème-là, et cette toile est tout à fait étonnante. Elle m'avait semblé presque anecdotique au début, mais en découvrant le dossier du professeur d'art plastique dont j'ai omis le nom, j'aurais dû le noter, ça m'a sauté aux yeux, et il se passe quelque chose dans cette peinture. Voilà les dendrites rehaussés à l'aquarelle de Georges Sand, qui a fait ça pour des petits-enfants, des neveux. Elle a constitué un album en écrasant donc de l'encre, et puis en réinterprétant. Alors là, il y a une pareidolie, mais qui est un petit peu organisée, parce que elle écrase de l'encre, mais dans l'idée quand même d'aller y trouver des paysages. Et de toute façon, ça s'y prête. Même si Dominguez nous montre qu'on peut voir un lion bicyclette aussi. Mais voilà, donc il y a l'idée quand même d'aller y trouver ce qu'on veut y trouver, mais avec un effet de surprise du premier plan, du lointain ou autre. En haut à gauche, on a la pierre naturelle qui montre d'où ça vient. En fait, ça vient du grec, qui veut dire arbre. Hein. À force de retoucher avec de la gouache, de l'aquarelle, on peut ne pas savoir que c'est issu d'un écrasement d'encre. On a Victor Hugo qui a exploré aussi ça énormément. Il y a plus de 2000 dessins connus de Victor Hugo, dont un ensemble, pas la majorité, mais un grand ensemble, utilise des taches d'encre, avec d'autres procédés, des fois qui sont très modernes pour l'époque. Il va faire ça pour sa sphère privée, pour ses amis. Il va être aussi aiguillé, inspiré par des amis peintres. Et là, ce sont des tâches quasiment pas retouchées. Donc c'est pour ça qu'elles restent relativement abstraites. Mais on peut déjà y voir une lune, un paysage. Dans les suivantes, on va voir qu'il y a eu un début d'interprétation, mais très léger. On a sur un cahier qui est ouvert en deux à gauche, la partie supérieure propose un espèce d'ange, un ange noir ou un ange vu à contre-jour. Et même chose, on a une créature ailée, un peu étrange, qui est sur l'image de droite. Et puis, un peu comme Georges Sand, il va vouloir aussi voir romantisme. Le romantisme va l'inspirer aussi à vouloir y voir des châteaux dans des coulées. Alors des fois, on ne reconnaît pas, parce qu'il y a beaucoup d'action, mais des fois, on devine bien la couleur ou la trace d'encre. Et puis, il y a aussi des taches pliées qu'il va ressouligner à la plume, en exploitant le négatif blanc et puis le positif à l'encre, pour aussi jouer avec ses petits-enfants, disait-il. Là, dans l'image du milieu, c'est sans doute la banane qui a peut-être été à l'origine la première tâche. Et puis là, c'est un peu ton sur ton, mais on a un espèce de Quasimodo poulpe,
C'est-à-dire qu'on a ici une bosse, un bonnet, des yeux, et il a un corps cornemuse ou un corps poulpeux. Voilà, on peut s'amuser avec les mots pour essayer de le décrire. On a aussi un scientifique qui est féru, et l'époque le veut, hein, 1820, Victor Hugo aussi était féru d'ésotérisme. Et là, on a une démarche qui est dans les préceptes de la psychanalyse. On n'est pas encore dans la science. Et donc, c'est quelqu'un qui va interroger avec des tâches pliées qui sont souvent rehaussées. Il croyait aux fantômes et au pouvoir des tâches. Il crée même un ouvrage qui s'appelle la klexographie. Et donc, Justinus Kerner explore énormément la pareidolie avec un versus ésotérique. Ce sont des créatures qui pourraient être réinterprétées dans le cinéma fantastique d'aujourd'hui, qui ont peut-être inspiré. Alexander Cosen, c'est vraiment un carrefour intéressant. C'est le premier traité de peinture uniquement sur le thème de la pareidolie. Il va découvrir ça avec un élève, c'est un peu schématisé dans l'image suivante. C'est-à-dire qu'il en a marre d'être dans la norme de copier les grands maîtres. Franchement, ça commence à le saouler. Et un jour, en donnant un cours où va être souillé avec un papier qui a servi peut-être à essuyer quelque chose, on va tâcher une autre feuille et tout à coup, c'est issu de son ouvrage, on a une trace tout à fait hasardeuse qui évoque un paysage. Donc là aussi, il y a l'envie de trouver des paysages, donc, mais de les composer soi-même, en ayant comme stimuli la pareidolie de paysages qu'on veut trouver dans les tâches. Et donc on a un début de composition à droite, l'image suivante égrène la même chose, à gauche on a la trace hasardeuse, et à droite on a une recherche de composition, contre-jour, premier plan un arbre, une montagne au loin, et puis même chose en bas, on a deux compositions à droite pour une trace pareidolique à gauche. Son outil, je n'ai pas réussi à dater, c'est peut-être 17e, est un auteur qui a aussi fait des traités, un artiste-auteur qui a fait aussi des traités sur la création en général, comme beaucoup de penseurs et d'artistes. Et il a peut-être lu d'ailleurs Léonard de Vinci, parce que je ne vais pas vous nommer, mais il parle comme Léonard de Vinci dans son traité de peinture, de murs, vieillis, lézardés, qui sont très stimulants pour des paysages, des batailles, trouver des créatures extraordinaires. La variante, elle est très asiatique. Il met une feuille de papier de soie, de papier japon, sur le mur. Alors, il faut mettre une laie de papier japon, enfin de papier de soie, sur le mur. Ça rejoint Léonard qui, lui, n'en a pas besoin, visiblement. Ces pierres italiennes ont été très très collectionnées dans toute l'Europe, plutôt vers le 16e et 17e. Elles sont totalement naturelles, elles sont éventuellement polies pour bien faire ressortir les nuances. On les a aussi appelées marbre ruine, gamae en Orient, et pierre à image. Donc elles sont connues aussi au sud de l'Europe. C'est la suivante. Et c'est encore que... il y a des pierres aussi qui sont un peu de l'ordre de la dendrite. Hein. Et en Italie, en Toscane, on peut facilement en trouver, c'est vendu comme économie touristique. Et elles se sont fait connaître notamment dans ces ancêtres des musées. On peut voir l'image suivante. Oui. Ces armoires aux merveilles qui sont les cabinets de curiosité des cours princières et qui sont en fait l'ancêtre, ces meubles sont l'ancêtre des musées artistiques et musées de sciences naturelles. Les meubles devenant trop petits et puis le prince en ayant suffisamment à ne plus quoi en faire, ou surtout il y a peut-être la corne de narval qui ne rentre pas dans le meuble, donc on va ouvrir et on va avoir des cabinets de curiosité qui vont devenir des pièces, puis des grandes pièces, puis des musées entiers, musées privés, avant de devenir les musées. On va diviser bien sûr l'art et la science. Et donc ces meubles sont recouverts de pierres, on va en voir d'autres. Voilà, on va zoomer encore une autre.
Et là, du coup, on s'aperçoit que certaines sont rehaussées. C'est-à-dire que, du coup, on va amener ce qui manque. Voilà, une architecture, une entrée de port, un galion, etc. Là, on revient sur une pierre naturelle. Et là aussi, malgré, on pourrait croire qu'on a une vision dystopique de la Statue de la Liberté qui commence à avoir les pieds dans l'eau. On peut y voir bien sûr d'autres choses, mais celle-ci est assez bluffante. Des fois, c'est aussi une histoire de cadrage, parce que peut-être que la partie hors cadre, franchement, on peut la trouver tout à coup non stimulante par rapport à... Il y a un artiste dans les années 90, Pierre Demougin, qui a un peu relancé l'intérêt en travaillant aussi sur des tranches d'agate et en rajoutant quelques personnages de façon assez précise. Voilà le traité Léonard. Je ne vais pas la citer, mais Léonard, finalement, il est aussi dans la tradition. Il y a des gens antérieurs à lui qui ont écrit des choses sur ce thème-là. Et il en parle brièvement dans son traité de peinture. Un passage où il dit que c'est pas mal, mais ça ne vaut pas la technique. Et quelque part, il a raison. Et puis, un autre passage, il dit que c'est quand même vachement bien pour stimuler quand on n'a pas d'idée, quand on n'a pas d'imaginaire, ou qu'on est un peu à court. Et là, le peintre chinois, c'est le passage qui, me semble, il a pu lire. Donc, on va y voir des batailles dans les murs lézardés, des créatures et toutes sortes de choses utiles pour peindre. Alors voilà, Léon Battista Alberti, 1464, donc c'est bien antérieur à Léonard de Vinci, et c'est dans un traité, non pas de peinture qu'il a fait, mais un traité sur la sculpture, ils vont parler. Alors je vais lire tout à l'heure le passage qui résonne avec ce thème de la pareidolie dans le traité de sculpture de Léon Battista Alberti, mais un peu plus tard, à l'avènement de la préhistoire, car vous allez voir, ce qu'il a écrit résonne particulièrement avec des exemples finals dans mon exposé. Les pierres de rêve, les pierres de lettré, c'est un peu comme donc les pierres italiennes de Toscane. C'est tout un champ extrêmement poétique, artistique et spirituel, beaucoup plus que l'étaient les paésines en Europe. Là, il y a vraiment l'idée que la pierre contient le ki, qui est souvent résumé comme étant le souffle vital, qui contient le yin et le yang. Et alors, ces pierres sont soit des objets en 3 dimensions, qu'on met sur des tables basses, des fois qu'on associe à un bonsaï, là c'est quand on va migrer vers le Japon, et puis des bankei aussi, qui sont encore des assemblages de tout un ensemble de pierres et de plantes. Et donc on est dans une miniaturisation bien sûr de ce souffle vital. Et puis on a des pierres plates qui vont aussi jouer un peu comme le découpage de Victor Hugo, le pliage de Victor Hugo tout à l'heure, parce qu'on peut bien sûr à nouveau y voir cette montagne, mais on peut y voir un être en négatif, un espèce de lapin étrange qui pourrait aussi faire partie de l'imaginaire suscité par ces pierres de rêve. Donc elles sont collectionnées souvent à prix d'or. Les lettrés chinois leur vouent presque un culte amoureux. Il y a des poèmes des fois qui sont gravés dessus. Et on va même des fois les mettre en scène avec de l'encens, qui bien sûr évoque la brume sur les montagnes. Et on médite tout simplement parce qu'en continuant à admirer ces pierres naturelles, qui sont savamment soclées quand même, on va continuer à y voir des visages peut-être qu'on n'a jamais vus auparavant, visages, monstres ou autres formes évocatrices. Voilà peut-être un dragon couché qui est à la fois un dragon, un chien, une montagne. Là on n'a pas rajouté les nuages, c'est une curiosité géologique. Et puis des fois on a aussi ça rappelle nos cèpes de vigne, on a des racines, des morceaux de pieds de bambou, enfin des choses de l'ordre du végétal qui sont mis en scène. Une petite évocation pour quelque chose qui a quand même à voir aussi avec la pareidolie. Imaginez que vous voulez apprendre par vous-même et que vous créez des ombres chinoises, eh bien vous allez tâtonner et vous allez vous faire surprendre par le hasard des ombres.
Et c'est non sans rapport avec peut-être aussi les toutes premières peintures dans les grottes. On va voir un peu plus tard. Petite parenthèse aussi sur l'aspect divinatoire, parce que forcément, quand étant donné que l'appareil de lit surgit, ou semble surgir de l'objet vers votre œil, votre cerveau, alors que bien sûr c'est l'inverse, c'est le cerveau qui est stimulé, puisque ça a un rapport avec la peur du prédateur qui est en nous, qui est resté un instinct qui, bien sûr, toujours en nous. Tout ce qui est divinatoire s'en empare encore et s'en est emparé. Donc dans le mar de café, en l'occurrence là, on jurait qu'il y a un cheval. Donc après, on peut faire de la psychologie fine ou moins fine, mais on peut bien sûr interpréter qu'est-ce que signifie l'apparition de ce cheval et quand même faire du bien à qui veut le croire. Il y a aussi un célèbre épisode à l'époque, on est dans les années 70, où la sonde Viking va survoler Mars et on va être persuadé qu'il y a un visage sur Mars, donc les Martiens ont fabriqué un visage, peut-être même christique. On va voir l'image suivante. Et donc, un peu plus tard, avec une meilleure qualité d'image, un éclairage différent, certes aussi peut-être, dans les années 98, on a une sonde Mars Global qui va reprendre un cliché, mais la communauté, surtout aux États-Unis, qui a défendu ce concept de visage martien, n'a pas voulu en démordre. Alors, en parlant de nuances, d'ombres, de taches, on peut évoquer la Lune, et là, il y aurait une littérature à essayer d'exhumer qui remonte bien avant les Mayas, sans doute. Il y a des cultures qui ont interprété, de par le monde entier, les taches sur la Lune. Le lièvre revient souvent, mais on peut aussi voir autre chose, suivant l'orientation et là où on est sur Terre. Nous voilà arrivés à la préhistoire. Et alors là, on a des sites qui sont difficilement photogéniques parce qu'il faut trouver les bonnes images qui retranscrivent. Moi, j'ai eu la chance d'aller aux ESI, visiter des sites réels ou facsimilés d'ailleurs, peu importe. Les facsimilés sont très bien réalisés. Et on vous explique que les visites se faisaient vraiment avec du temps. C'était même des archéologues en formation ou déjà en fin de formation qui faisaient les visites. Et on voyait bien à quel point beaucoup, pas la totalité, mais beaucoup de gravures ou de peintures étaient en fait induites par le hasard de l'ombre de la roche ou la courbure de la roche, en partie ou totalement. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il fallait absolument qu'il y ait une pareidolie qui donne le coup de pouce, on pourrait dire. Mais là, pour ces exemples dans la grotte espagnole d'Altamira, c'est vraiment flagrant. On a un léger réau de charbon de bois pour souligner les naseaux, l'arcade sourcilière, les yeux. Et puis un peu la même chose dans les cupules naturelles de ces formations. Il n'y a pas eu de taille, d'action d'abrasion, de taille faite par l'homme. Donc là, on était à moins 15 000 ans, c'est-à-dire que c'est l'Homo sapiens, c'est nous, tout simplement. On met plus du tout de différence entre nos ancêtres de la préhistoire et nous. Ils ont la même psyché que nous. On situe l'apparition d'Homo sapiens à moins 300 000 ans. Donc là, ce sont des reconstitutions assez récentes qui transparissent ce que je vous dis, qui illustrent. Et donc là, on a une pareidolie exceptionnelle dans la grotte du visage en Charente, moins 27 000 ans. C'est la datation au carbone 14 des légères traces qui ne sont que 4 traits sur une formation karstique tout à fait naturelle, c'est-à-dire les cheveux, même la face qui va servir à tracer le visage, sont à 100% issus de l'érosion de la grotte, des formations karstiques dans la grotte. Et donc là, on a même une action qui semble presque sortir d'un atelier du Bauhaus, des lignes et un nez d'ailleurs désaxé qui sort de l'œil droit, enfin de son œil gauche, et avec d'ailleurs une expression très stoïque, tout à fait exceptionnelle.
Alors cette image, justement, je l'ai trouvée grâce au mot pareidolie que j'apprends en conduisant la voiture. Une autre image trouvée aussi grâce à ce mot sur Internet. Ce sont alors ces deux clichés de la même formation karstique, moins 28 000 ans. Et là, on a une Vénus préhistorique qui est naturellement à 100% réalisée par le hasard. Alors comment on sait que les hommes préhistoriques s'y sont intéressés, puisqu'après tout, nous on la voit, mais eux ne l'ont peut-être pas vue. En fait, sur les cuisses, on voit encore, et peut-être à d'autres endroits, de l'ocre rouge, donc elle a été recouverte simplement de peinture. Et dans la même grotte, il y a des œuvres, par contre, tout à fait traditionnelles, qui semblent plus traditionnelles, en tout cas qui ont moins ce coup de magie de cette Vénus. Alors nous revenons sur Léon Battista Alberti un instant, 1464, bien avant Léonard de Vinci. Voilà donc la citation tout à fait pertinente par rapport à la naissance de l'art et de l'image qui est l'objet de mon exposé, dans son traité donc sur la sculpture, sur la statuaire. Je crois que les arts qui cherchent à imiter les créations de la nature ont débuté ainsi. Un jour, on découvrit par hasard, dans un tronc d'arbre, dans un monticule de terre ou dans quelque autre objet, des contours qu'il suffisait de modifier très légèrement pour obtenir une ressemblance frappante avec certaines choses de la nature. Ceux qui avaient remarqué cela essayèrent alors de voir si, en ajoutant quelque chose qui manquait, ou en retranchant quelque chose qui était en trop, il ne serait pas possible d'obtenir une ressemblance parfaite. Ajustant ainsi et modifiant les contours et les surfaces selon l'exigence de chaque objet, j'ai envie de dire de chaque matériau, des hommes, l'humanité, parvinrent à réaliser ce qu'ils désiraient et non sans y trouver plaisir. Depuis ce jour, l'aptitude de l'homme à créer des images se développa rapidement, jusqu'à ce qu'il fut capable de créer n'importe quelle apparence, même lorsqu'il n'y avait pas dans la matière le moins tracé qui fût susceptible de l'aider. Voilà la pertinence qui résonne avec ce cheminement, et on va voir que ce cheminement, il va encore plus loin que la préhistoire à moins 30 000, moins 100 000, moins 400 000, avec un objet tout à fait particulier que nous allons découvrir un peu plus loin. Voilà encore un autre exemple, moins 33 000 ans, une roche qui a une érosion qui nous offre un peu un début d'orbite oculaire, et on a deux os qui sont encastrés, deux os d'animaux qui sont encastrés pour figurer en relief les yeux. Alors là, je vous ai mis sur un fond noir les Vénus préhistoriques qui sont taillées entre moins 23 000, moins 33 000 dans différents matériaux, c'est souvent de l'ivoire, et puis moins 230 000 ans, entre la frontière israélienne et syrienne, on trouve la Vénus de El-Kafram, et cette Vénus, en fait, elle est photographiée sous 4 angles à droite, il n'y a que quelques entailles dessus. 3-4 entailles, autrement elle est naturelle. Et on a une autre après, au Maroc, plus ancienne, la Vénus de Tantan au Maroc, qui est entièrement naturelle. Donc là, ce qu'a décrit Alberti, c'est décrit avec ces quelques images. On voit bien qu'au début, on trouve de la pareidolie pure, puis on agit un peu, puis à un moment donné, finalement, on dit je vais tout répéter à partir de rien, de glaise ou d'un morceau d'ivoire ou de roche qui n'a aucune forme spécifiquement pareidolique. Alors maintenant, j'aimerais finir avec une belle histoire qui nous emmène là encore plus loin dans notre voyage dans le temps. Là, nous sommes maintenant au sud du continent africain, et nous sommes à 3 millions d'années avant aujourd'hui. Nous avons un groupe d'Australopithèques qui, avec leur sagaie, arpentent un territoire de chasse qu'ils connaissent bien. On est dans la vallée de Makapansgat, paraît-il qu'on prononce Makapansrat. Donc nous allons les rejoindre. Ils arrivent au début d'un bras de rivière qui, le climat aidant, se trouve quasiment asséché. Et certains d'entre eux descendent dans le lit de cette rivière. Et on va aller admirer avec eux
un galet, le galet en jaspe rouge, qui va surprendre celui qui le trouve, et qui va tout à coup avoir le visage qui s'éclaire, le visage qui sourit. Peut-être certains de ses amis sont plus dubitatifs. Et il a trouvé, il est dans un musée en Afrique du Sud, le galet qu'on a surnommé bien sûr le galet de Makapangat. Moi j'ai découvert son existence dans une bande dessinée de Marc-Antoine Mathieu, que je vous recommande, qui est tout à fait étonnante, qui s'appelle Otto, O-2-T-O. Et donc ce galet a été découvert, on va voir après des images, il a été ramené, là c'est un montage que j'ai fait bien sûr, il a été ramené dans une grotte, mais autrement on l'a trouvé dans cette même grotte, en Afrique du Sud, dans la vallée de Makapan, avec les ossements de l'Australopithèque. On est sûr, c'est la suivante, qu'il a été ramené, donc c'est un manuporte, au moins sur 10 km, mais en tout cas on est sûr qu'il n'y a jamais eu de rivière avec des galets de jaspe rouge qui ont traversé géologiquement la grotte où on a trouvé. Donc c'est absolument sûr scientifiquement que c'est l'Australopithèque qui a pris ce galet pour le ramener. Après l'interprétation de se dire il y a vu un visage, c'est sûr de sûr, ça n'engage que moi. Je ne suis pas le seul à le dire. Ma pratique artistique me fait dire que c'est sûr, puisque même les animaux, alors même s'il n'y a pas d'études scientifiques là-dessus, c'est bien dommage, mais on sait que les animaux projettent, hein, on parlait d'instinct du prédateur, ça monte même dans le système de l'évolution qu'a décrit Darwin, les animaux projettent aussi des formes de pareidolie. Ça a inspiré bien sûr les 8 sculptures, pas la plus grande, mais les autres, pour illustrer l'invitation qu'on m'a fait l'honneur autour de cette journée philo. Et donc j'ai trouvé au bout du monde 4 bois flottés qui ont inspiré 4 interprétations qui sont finalement presque des répliques légèrement différentes, qui ne sont pas en photo là, que vous pourrez découvrir dans la cour pour ceux qui n'ont pas vu. Et ces interprétations rendent hommage bien sûr à plus de 3 millions de pareidolie. Merci.